Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour terminer ensemble cette semaine. Une édition un peu particulière ce soir, vous le voyez, puisque nous sommes au Parc des Expos de Metz pour le Show Industrie, un tout nouvel événement gratuit destiné à vous faire redécouvrir les savoir-faire issus de notre territoire. Vous en aurez un aperçu tout au long de cette émission. Allez, on attaque tout de suite avec le développement des titres du jour. Ils illumineront le square Boufflers jusqu'au 30 décembre. Les 2000 lanternes se sont allumées pour la première fois lors de l'inauguration ce soir. Nous vous dévoilerons dans quelques instants l'envers du décor. Quelques jours après le 78e anniversaire de la libération de Metz en 1944, nous avons rencontré un passionné qui fait revivre à sa manière cette page de l'histoire. C'est notre grand format de la semaine. Enfin, le vintage est plus que jamais tendance, vinyle ou vieux vêtements s'arrachent toujours autant, vous le verrez à la fin de cette édition. La météo week-end partagée entre nuages samedi et éclaircies dimanche. Les températures tomberont au plus bas 2 degrés le matin et monteront jusqu'à 8 degrés l'après-midi. Et puis l'invité du soir est Jean-Marie Mison, sénateur de la Moselle et président de l'association des maires ruraux du département. Nous reviendrons avec lui sur le 104e congrès des maires de France qui s'est déroulé du 21 au 24 novembre et les problématiques qui ont entouré cette édition. Mais avant, on développe les titres du jour. Dans l'actualité pour débuter, l'adoption au Parlement du texte soutenu par la France Insoumise visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Après 5 heures d'échange sur le sujet, la proposition de loi a été adoptée à une large majorité avec 337 voix pour et 32 voix contre. Malgré tout, le texte a peu de chances d'obtenir l'approbation des sénateurs. Ces derniers se sont d'ailleurs déjà exprimés sur la question le 19 octobre dernier avec le rejet d'un texte similaire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce jeudi la création de 77 unités de sécurisation des transports, soit au total, pour toute la France, 2000 agents supplémentaires. De nouvelles unités de 10 à 20 policiers chacune qui assureront donc la sécurité dans les transports en commun. La ville de Metz est concernée par cette mesure, a annoncé la préfecture de Moselle. Tous ces renforts seront progressivement mis en place jusqu'au printemps 2024 afin d'être prêts pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je vous le rappelle, nous sommes au cœur aujourd'hui du Show Industrie, un événement totalement gratuit ce 25 et 26 novembre au Parc des Expos de Metz. Et pour inaugurer ce tout nouveau rendez-vous, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, et Carole Grandjean, ministre délégué chargé de l'enseignement et la formation professionnelle, étaient présents cet après-midi. On les écoute au micro de Lucie Philippot. C'était important qu'on fasse ça tous les deux. Il y a aujourd'hui plus de 50 000 jobs ouverts dans l'industrie. Le Grand Est, la Lorraine sont des régions industrielles, sont des zones industrielles. Il y a besoin de talent et on va avoir 1 million de jobs ouverts dans les 10 ans qui viennent. Donc on a besoin de travailler tous les deux ensemble pour les créer, ces jobs, pour former des jeunes qui vont nous permettre de continuer à réindustrialiser la France. On ne vient pas en Lorraine par hasard, on vient en Lorraine parce qu'on a envie d'être là et d'envoyer un message très fort aux jeunes. L'industrie du futur, c'est l'industrie de la décarbonation. L'industrie, c'est ce qui va nous permettre de dépolluer la France. Et donc il faut rejoindre l'industrie pour contribuer à la décarbonation de la France et faire la révolution industrielle du 21e siècle. Donc jeunes hommes et jeunes femmes, jeunes filles, venez en industrie. Il faut savoir que participer à un projet industriel, c'est participer à du verdissement de notre économie, c'est participer aussi à sa relocalisation, c'est participer à l'évolution économique de la nation. Et en France comme en Europe, on a besoin d'une multitude de compétences diverses. Et c'est aussi tout l'objet d'un salon comme celui-ci, c'est de montrer la diversité des métiers, comment ces métiers ont évolué ces dernières années, notamment avec l'impact du numérique. Et nous avons besoin sans cesse de nouvelles compétences, de nouveaux profils en formation initiale ou en formation continue. Ça y est, le sentier des lanternes a officiellement été inauguré ce soir à 17h30 sur l'esplanade. 2000 lanternes sont à découvrir encore cette année, la nuit tombée. Une préparation qui a commencé il y a déjà plusieurs semaines. Emma Fakiti vous montre l'envers du décor avec les derniers ajustements au reportage. Là, l'idée, c'est de vraiment vérifier que toutes les mises à distance sont bien installées. Les choses de détail, en fait, s'il n'y a pas encore des lanternes, là, tu vois, là, je vois qu'il y a une lanterne qui est décollée. À quelques heures de l'ouverture, les techniciens fignolent les derniers détails de ce décor féerique de 3000 m². Ajustement des musiques, vérification des 2000 lanternes
rien n'est laissé au hasard. Cyril, est-ce que tu pourrais pencher un peu plus le cadeau et pas le laisser planer comme ça, parce que à coup sûr, je pense que des parents vont installer leurs enfants pour prendre la photo et pour des questions de sécurité. À chaque édition, les univers du sentier changent et les installations se renouvellent. Grande nouveauté cette année, ces projections d'ombres chinoises sur le compte de la Saint-Nicolas. Le réalisateur de cette animation profite de ces derniers instants pour tester en conditions réelles sa création. Justement, on est passé d'un concept avec une vitre à un concept sans vitre pour qu'il n'y ait pas de reflets, un bon calage, la luminosité par rapport au reste, le son important parce qu'on est dans un univers qui est vraiment en 3D dans le son et s'insérer de manière harmonieuse avec le son du reste du sentier. Installés depuis la mi-octobre, ces lutins et ces cadeaux sont enfin prêts à briller de mille feux jusqu'au 30 décembre. Et pour information, le sentier des lanternes sera ouvert au public du 26 novembre au 30 décembre. Vous le voyez, nous sommes toujours au parc des expos de Metz, au show Industrie. 80 exposants sont présents sur 2 jours. Et surtout, cette attraction derrière moi, un food truck décortiqué de A à Z pour découvrir sous toutes ses coutures les métiers de l'industrie. Et nous maintenant, nous allons découvrir, ou plutôt redécouvrir notre histoire commune. Vous allez comprendre avec le grand format. Dimanche dernier, la ville de Metz célébrait le 78e anniversaire de sa libération par les Américains lors de la terrible bataille de Metz en 1944. Un événement qui s'inscrit dans le chapitre de la sanglante bataille de Lorraine, une page sombre et méconnue de notre histoire. Pour autant, des jeunes mettent toute leur passion au service de la mémoire et de ceux qui se sont battus pour libérer notre territoire. C'est le cas d'Alexis Houdard, 27 ans. Malgré son jeune âge, il a déjà accumulé une collection impressionnante d'objets, de témoignages de cette bataille de Metz. C'est notre grand format de la semaine, il est signé Tim Girard. Bienvenue dans ma collection dédiée à la Seconde Guerre mondiale à Metz, à la Libération. Donc que des pièces originales relatives à l'armée américaine en Moselle, à la 5e et à la 95e division notamment. Cette pièce où sont entreposés des centaines d'objets est un véritable musée. Ici, chaque élément de cette collection raconte un morceau de l'histoire de la bataille de Metz. Toutes les scènes américaines de la Seconde Guerre mondiale ont été filmées avec ce type de caméra, à bout de bras, en 35 mm. La moindre pièce de collection présente ici a une histoire qu'Alexis, collectionneur passionné, connaît par cœur. J'étais au collège, à Philippe de Vigneulles, juste à côté du fort de Queuleux. Et j'ai commencé à m'intéresser donc à l'annexion de Metz, à la Seconde Guerre mondiale à Metz. Et de fil en aiguille, je ramassais des petites pièces par terre quand je me baladais au fort de Queuleux, des vieux trucs rouillés. Et je commençais à collectionner en fait tout ce qui se rapportait à Metz. Le Daily News du 14 septembre, donc c'est les journaux qui recevaient aux États-Unis et sur lequel le 14 septembre on peut voir là une photo assez célèbre de la bataille de Metz. C'est quand ils arrivent là des hauteurs de Dorno pour prendre la passerelle et traverser la Moselle direction Corny, bois du fer à cheval. Je me suis construit un peu autour de cette bataille de Metz qui est inconnue justement et moi c'est le fait que cette bataille soit inconnue qui me donnait envie de la découvrir. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette bataille en particulier. Et par la suite, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient passionnées de ça et on a pu échanger. J'ai rencontré des familles, des vétérans. Alors au niveau de cette carte qui était réalisée à la main par le QG de la 5e division d'infanterie quand ils arrivent dans le secteur d'Arry. Donc ensuite à la traversée d'Arnaville, donc ça nous indique toutes les positions SS, 38e, 37e. Et certains objets reconnaissables au premier coup d'œil rappellent sans mal les sombres heures de la Seconde Guerre mondiale. Donc concernant la vitrine là, c'est que des pièces qui concernent l'annexion de Metz. Annexion de Metz en 1940 par le Troisième Reich. Tout sort de Metz. Par exemple, on va prendre ce brassard, qui est une pièce authentique, qui sort de Peltre, qui sort des bonnes sœurs de Peltre. Il y a toujours une connotation, on pose des questions. Pourquoi est-ce que tu as ce type d'objet? Pourquoi est-ce que tu collectionnes des objets liés à l'armée allemande, au Reich?
Mais il ne faut pas oublier que Metz est allemande et c'est des pièces historiques, quelque part des pièces de musée. C'est des pièces qui nous rappellent ce qu'était Metz. Ces objets, tous d'époque, Alexis y fait très attention, conscient qu'il s'agit là d'une page de notre histoire qu'il veut sortir de l'oubli. Casques, carnets nominatifs, médailles, autant de témoignages qui permettent de mettre des noms, des visages sur la sanglante bataille de Metz. Toutes ces recherches et ces collections, le jeune homme met un point d'honneur à les partager au plus grand nombre, et pour cela, il se sert des réseaux sociaux. J'ai créé Metz en guerre en 2018, c'est une page sur Facebook, et je m'en sers comme une base d'archives consultable par tous. Ce qui permet aux personnes d'avoir accès à des photos notamment que moi je vais acheter à titre personnel pour pouvoir les repartager. Et je me sers de cette page, des réseaux sociaux, pour que ces personnes puissent avoir accès à ces fonds, à ces archives, à ces histoires ou ces anecdotes. En 10 ans, Alexis a acheté plusieurs centaines de photographies d'époque qui racontent toute une partie de cette histoire de la bataille de Metz. Et grâce au partage de cette mine d'informations, il permet à tous d'en apprendre plus sur cette bataille méconnue, aux passionnés, mais aussi aux vétérans eux-mêmes et aux descendants des victimes de ce conflit. Des victimes qu'Alexis n'oublie pas non plus. Donc j'ai rencontré une grande partie, un certain nombre de vétérans américains de la bataille de Metz en 2019 quand ils sont revenus. Et de là, on a été au cimetière américain à Saint-Avold. On défilait à travers les tombes et où ces vétérans, je pense notamment à Frank Taylor de la 95e, m'a dit, je m'en rappelle, il me prend par l'épaule et il me dit tu vois toutes les tombes qui sont là, tu vois ces gars-là, j'en ai connu un certain nombre qui sont enterrés là et ils avaient tous ton âge. Et ça, c'est une phrase qui m'a marqué et je me suis dit il faut que ces gars-là, on les sorte de l'oubli. J'ai pris la décision de parrainer des tombes de soldats américains, ce qui est possible dans les cimetières américains, de parrainer une tombe, ce qui nous permet d'aller fleurir la tombe une fois dans l'année et de faire des recherches sur ce soldat. Ce qui m'a permis de retracer leur histoire et de retrouver leurs descendants, leur famille. Alexis Houdard fait partie de ceux qui refusent d'oublier cette bataille de la libération de la Lorraine et de Metz. Grâce à ses travaux et à ses collections, des visages ressortent de l'oubli et illustrent cette bataille qui a incontestablement marqué le territoire mosellan. Vinyle, vêtements, vintage, Polaroid, tous ont un point commun, ils sont plus que jamais tendance encore aujourd'hui en 2022. Plus 51% de ventes l'année dernière pour les vinyles. Les vieux vêtements, eux, attirent également toujours autant, en témoigne le succès grandissant des friperies. Reportage à Thionville et à Metz. Les années 60-70 ont marqué plusieurs générations. Les tables en formica, la crémaillère dans la cheminée. Les papiers peints, un grand motif géométrique, de préférence orange, avec souvent des grandes fleurs, des très grandes fleurs. Le téléphone, vous savez, le téléphone à touche. Plus de 50 ans après, ces années mythiques fascinent toujours autant. Un retour qui passe par quelques notes de rock. 1967, le 8e album des Beatles, l'après Revolver, donc période très rock'n'roll. L'avantage des Beatles, c'est que tous les albums ont marqué, c'est ça, c'est que celui-ci, c'est sa pochette qui a plus marqué celui-ci et certains singles qui ont quand même paru dans cet album. Grâce à ses nombreuses perles musicales, des Beatles aux Rolling Stones, le vinyle devient un succès dès les années 60. On pensait qu'il allait finir aux oubliettes, eh bien non, le vinyle n'est pas mort, il fait toujours tourner les têtes. Ça reste le dernier objet qu'on a en tant que support musical qui n'est pas duplicable. Les cassettes, les CD, peu importe quoi, on a tous eu la possibilité de se le refaire. On n'a pas encore de graveur à vinyle chez soi. Je pense que ça joue beaucoup sur le fait que voilà, du coup cet objet a une âme. Voilà, je vous prête un vinyle, vous l'abîmez, il est abîmé à vie, on ne pourra pas se le refaire ou quoi que ce soit.
Donc je pense que pour cela, le vinyle a encore de beaux jours devant lui. Ce disquaire a ouvert en octobre dernier à Thionville et les fans du disque ne sont pas tous de vieux nostalgiques d'une époque supposément révolue. Il y avait un vrai potentiel à Thionville, une vraie demande. J'ai tout type de clients, c'est ça qui est chouette. J'ai aussi bien les petits, ce que j'appelle les petits jeunes, la jeune clientèle, les étudiants. Et bien évidemment, voilà, les anciens qui ont aussi un peu l'âge de certains disques, donc qui sont contents aussi de retrouver ça. Les 60s et les 70s ont été l'une des périodes les plus marquantes pour la musique, mais aussi pour la mode. Pantalons pas def en velours, t-shirt aux couleurs vives, jaune orangé, jupe longue et bohème, pull à motifs, ces pièces iconiques trônent encore sur les portants des magasins et surtout des friperies. Une caverne d'Ali Baba pour la nouvelle génération. Tu sais que les pièces que tu achètes, c'est juste toi qui l'as, tu ne retrouveras pas sur une autre personne. C'est des pièces uniques, donc c'est aussi des styles différents et oui, ça me plaît. Si certaines pièces cultes sont toujours tendance, d'autres sont passées de mode et ne devraient pas revenir de sitôt dans le quotidien des Mosellans. Vous ne savez pas quoi faire ou sortir ce week-end en Moselle, Emma Facchetti vous donne quelques idées avec l'agenda. Jeux vidéo, cinéma, sculpture, les arts s'emparent de la Moselle ce week-end. Envie de recréer votre maison à taille réduite? Direction la médiathèque Georges Brassens de Mézières-les-Messes. Samedi de 9h à midi et de 14h à 15h, vous pouvez participer à la création de la maquette de la ville en papier, coloriage des maisons, découpage des immeubles, collage des arbres, une activité gratuite accessible à tous à réaliser en famille. Sachez que le chantier Je construis ma ville se termine le 23 décembre prochain. Apprenti architecte à vos crayons. Samedi, tous à la piscine. Ouvert depuis quelques semaines, le nouveau centre aquatique Amélis vous propose de vivre samedi à 17h30 une expérience cinématographique unique. Un ciné-piscine. Le concept est simple, à bord d'une bouée fauteuil, les baigneurs sont plongés plus vrai que nature dans l'univers du film comique français Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lelouch. Pour participer à cette séance de cinéma les pieds dans l'eau, pas besoin de réserver et le tarif est identique à une entrée au centre aquatique de Bassam. Enfin, les jeux vidéo, souvent considérés comme le 10e art, seront à l'honneur tout le week-end à Metz. Débutants, amateurs, professionnels, il y en aura pour tous les niveaux au Moselle e-Talents. Les amoureux du gaming pourront rencontrer des joueurs professionnels et semi-professionnels du e-sport lors d'un tournoi de jeux vidéo. Les nostalgiques de Tetris, Zelda ou Mario Bros pourront participer à un tournoi amateur spécial rétro gaming. Les inventeurs de demain pourront eux découvrir les réalisations numériques et robotiques portées par les jeunes. Pour les férus de sensations fortes, embarqués dans une autre dimension grâce à la réalité virtuelle. Pour rencontrer la jeunesse mosellane, innovante, audacieuse et connectée, rendez-vous aux arènes ce samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h. Voilà les 3 sorties artistiques à ne pas manquer ce week-end pour se divertir et décompresser. Voilà, vous savez désormais quoi faire de votre week-end et nous, on retrouve notre invité du jour. Toujours depuis le show Industrie, notre invité nous a rejoint, Jean-Marie Mison, bonsoir. Bonsoir. Alors je le rappelle, vous êtes sénateur de la Moselle et président de l'association des maires ruraux du département. Alors du 21 au 24 novembre s'est déroulé le 104e congrès des maires de France. Sur la table, de nombreux sujets, l'inflation, l'énergie, la sécurité notamment. Mais on commence avec finalement le nerf de la guerre, les financements, les moyens débloqués pour les territoires. Alors le gouvernement prévoit une enveloppe de 320 millions d'euros pour 2023 destinée aux collectivités locales. C'est 110 de plus qu'en 2022. Est-ce pourtant suffisant selon vous? Alors avant de répondre à cette question, je vais vous dire qu'au congrès des maires cette année, il y avait énormément de monde, ce qui témoigne de l'intérêt. Plus que les autres années? Beaucoup plus. Enfin, j'ai pu le constater. Ce qui témoigne, me semble-t-il, de l'intérêt que les maires portent à l'association des maires de France. Pour répondre maintenant à votre question, 320 millions, c'est mieux qu'au cours des 5 dernières années, mais c'est loin d'être suffisant puisque l'association des maires de France qui a convaincu le Sénat voulait une indexation de la DGF sur l'inflation. Et c'est plus que 320 millions, ça fait 800 millions. Bon, 320 millions, on verra, le projet de loi de finances n'est pas encore voté définitivement. Peut-être qu'il y aura encore un progrès qui sera fait et qu'il ira dans le sens
des attentes des maires de France. Alors comment s'en sortent aujourd'hui les maires de France, de Moselle plus particulièrement, par rapport à la hausse des factures de l'énergie que l'on connaît? Alors, vous savez, la Moselle, ce n'est pas une terre homogène. Les communes ne se ressemblent pas toutes, mais la plupart sont en souffrance parce qu'elles ont du mal à financer, à équilibrer leur budget à cause précisément de l'augmentation des prix de l'énergie et de l'augmentation des prix des matières d'œuvre. Je pense en particulier à ceux qui ont des chantiers et qui ne savent pas comment financer ces chantiers. Donc, c'est la raison pour laquelle ils attendent des moyens supplémentaires. Sinon, les maires seront obligés de réduire leur offre de services, voire de supprimer certains services. Mais est-ce que vous le constatez déjà, ça, dans certaines communes? Alors oui, on constate par exemple dans le domaine de l'éclairage, pour résoudre et pour faire des économies, nombre de communes, chaque jour il y en a de nouvelles, ont décidé de couper l'éclairage public la nuit, en général entre 23h et 5h du matin. Il y a d'autres solutions, y compris pour les éclairages de Noël, qui est une fête très chère aux Lorrains. Alors là, on parle de financement, mais au-delà, les maires réclament de la confiance finalement, et ça ne s'achète pas, la confiance aussi qu'on attribue aux maires. D'autant que les maires ont été trompés un certain nombre de fois, et ils savent qu'ils doivent être méfiants. Comme vous le disiez, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se démontre. Et il faut avoir en face des preuves qu'on respecte son engagement. Pour l'instant, moi j'observe avec d'autres qu'il y a des efforts qui sont accomplis du côté de l'État. Ces efforts vont dans le bon sens, mais ils ne sont pas suffisamment appuyés pour être suffisants. Autre sujet important, Jean-Marie Mison, c'est l'insécurité. Les incivilités contre les maires sont en hausse de 70% par rapport à l'an dernier. Un constat très inquiétant quand même. Oui, c'est très inquiétant. Notre société a évolué et elle ne s'est pas vraiment assagie. Et aujourd'hui, nombre de citoyens ne savent plus être respectueux du système qui a été mis en place. Et souvent, ils font montre de manque de calme, de sérénité, et ils sont très souvent agressifs. Ces agressions verbales, les agressions physiques, des calomnies sur les réseaux sociaux, et les maires en souffrent beaucoup. Alors on ne le justifie pas, mais on l'explique comment par rapport au climat social, économique qui est en ce moment en France? En outre, ça explique beaucoup de choses, mais aussi peut-être, c'est plus profond, le respect des institutions est en train de s'effriter, et c'est un signe qui peut être annonciateur de nouveaux déboires à terme si on n'y met pas fin. Alors quelles sont les solutions pour réduire ces incivilités selon vous? Toutes les solutions passent par l'éducation. Il faut absolument que dans l'école, on retrouve une forme de sérénité. Il faut répéter que la discipline, ce n'est pas honteux, qu'on ne peut pas enseigner sans qu'il y ait de respect dans une classe. Et c'est de là que ça part, accompagné bien sûr par les familles qui doivent faire des efforts pour apprendre à leurs enfants à respecter les institutions, à respecter les autres et à se respecter soi-même. Ça prendra du temps, je ne dis pas que c'est facile, mais je ne vois pas d'autre solution. On ne peut pas mettre des procès à tout le monde, sinon on ne se sentira pas. Alors dernier sujet avec vous Jean-Marie Mison, avant de nous quitter, c'est la surcharge de travail. Alors selon un sondage IFOP publié ce mercredi, plus d'un maire sur deux ne souhaite pas se représenter à la fin de son mandat en 2026. C'est un record depuis 20 ans, les démissions sont nombreuses. Comment on explique cela et comment inverser la tendance? Alors, pour partie, à cause des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, la sécurité, le manque de moyens, les difficultés à mettre en place des projets. Et pour partie, les maires sont dans une équation qu'ils jugent parfois insoluble, parce qu'ils ont bien conscience que l'augmentation de la pression fiscale n'est pas du tout bienvenue. Nos concitoyens, leurs administrés sont déjà fortement sollicités et ne sont pas en capacité d'absorber une nouvelle demande d'augmentation des impôts locaux. Et du coup, les maires se disent ça devient injouable, et pour beaucoup, ils se disent finalement j'arrête, je laisse la place à celui qui voudra bien relever le défi, parce que c'est compliqué. Et moi je les comprends, parce qu'il y a en permanence des excès dans les démarches administratives qui compliquent leurs tâches. Tous les maires de Moselle comme de France veulent faire le bien pour leurs administrés. Mais force est de reconnaître que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent y arriver dans des conditions normales. Merci beaucoup, Jean-Marie Mison, d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, nous nous quittons avec l'image du jour. 750 000, c'est le nombre d'habitants que pourrait perdre la région Grand Est d'ici 2070, selon une étude sur la démographie publiée par l'INSEE ce jeudi.
La population de la région devrait d'ici 48 ans passer sous la barre des 5 millions. Tous les départements, excepté le Bas-Rhin, vont perdre des habitants. Et puis concernant la Moselle, elle devrait perdre 182 200 personnes exactement, soit en moyenne 0,37% par an. Une étude basée sur des hypothèses d'évolution de 3 composantes, la fécondité, la mortalité et les migrations. C'est la fin de Moselle Info. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, Choix Industrie, c'est au Parc des Expositions de Metz, encore ce samedi 26 novembre. Ne manquez pas notamment la masterclass de Jamie Gourmaud ici à 15h. C'est gratuit et tout le monde peut venir, bien évidemment. Tout de suite, place à la météo, suivi du Dragon Mag et du Club de la Presse. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et très bon week-end.